« 1808, le 13 des Maillots de Goya. « 1867, l'exécution de l'empereur Maximilien de Manet. » Même composition, même alignement des fusils. Manet se souvient de Goya. Le tableau de Manet n'est pas accepté au salon. Le peintre en tire une lithographie à partir de son dessin préparatoire. Jugée trop subversive, elle est interdite d'impression. 4 ans plus tard, c'est la Commune. Soldats, fusils, violence. Manet est bouleversé par la semaine sanglante. Il reprend sa gravure interdite et la décalque. Il imprime le dessin du papier calque à l'envers sur une autre feuille. Reprend les lignes au crayon. Il retourne la feuille, recommence l'opération. Ce nouveau dessin devient le dessin sous-jacent d'une nouvelle composition. La barricade. Il la complète en hauteur, en collant une autre feuille de papier. La barricade subsiste comme un simple dessin au lavis. C'était un projet de tableau que Manet n'a jamais réalisé. Cette dérive par copie du tableau d'un autre peintre, puis par copie d'une œuvre personnelle antérieure, est exemplaire. Elle illustre les multiples potentialités du dessin, que les anciens déclaraient base de tous les autres arts. De la Grèce antique nous vient une légende. La jeune Corinthienne Boutadès ne peut se résoudre à laisser s'évanouir de sa mémoire le visage de son aimé, un berger qui doit la quitter pour aller combattre. Avant qu'il ne s'éloigne, Boutadès se saisit d'un morceau de charbon et trace sur un mur le contour de l'ombre du berger. Elle a inventé le dessin. Ce mythe où se mêlent mémoire et geste de la main, essence même du dessin, a inspiré de nombreux peintres jusqu'à l'époque moderne. Dessin servant de contour à une peinture, ou bien un dessin pur, en soi satisfaisant, les deux alternatives sont présentes dès les origines. Une autre opposition se manifeste. Souplesse de la ligne, inventivité, multiplicité des modèles. Lascaux, Léonard de Vinci, Picasso. Raideur de la ligne, corps figé, Égypte pharaonique, art de propagande. Comment comprendre ces oscillations? À quelle nécessité ont-elles répondu? Dans l'Égypte antique, le culte des dieux, des rois et des morts obéit à des lois précises. Ces lois imposent une ligne de contour fermée, souvent rigide. Profils et silhouettes se répètent, sorte de recopies immuables de figures idéales. Visage de profil, œil de face, buste de face, bassin de 3/4, jambes et pieds de profil.
Parfois, pourtant, les dessins ont une facture plus libre. Des visages sont vus de face comme ces deux musiciennes peintes vers 1400 avant notre ère. Liberté de l'artiste, maîtrise, virtuosité s'expriment aussi sur les ostracas, éclats de calcaire et tessons de poterie. Tous témoignent de la plus grande souplesse de ligne lorsque l'artiste est libéré des contraintes religieuses ou impériales. Début de l'art grec. Profil, contour fermé du dessin, rigidité de la ligne. Avec le temps, des artistes inventifs libèrent le trait, lui donnent souplesse et mouvement. Euphronios, moins 510. Le dessin, essence de l'œuvre, se fait silhouette encore visible sous les drapés, auxquels elle donne un contenu charnel. XIIIe siècle. Personnage présenté frontalement. Ligne épaisse, continue et simplifiée des visages, des silhouettes et des drapés. Les stéréotypes s'expliquent ici, comme dans l'Égypte ancienne, par la copie de modèles obéissant à des canons précis. Ainsi, en France, ces modèles de Villard de Honnecourt. Les figures sont basées sur des tracés géométriques. Au début du XVe siècle, l'Italien Pisanello veut rendre compte de la réalité. Il se passionne pour les animaux. On dit que Léonard possédait des études de Pisanello. Léonard lui-même s'inspire du vivant. Dans son traité de la peinture, il conseille aux peintres « Amuse-toi souvent, lorsque tu fais une promenade d'agrément, à observer et à noter les attitudes et les gestes des gens occupés à parler et à discuter, à rire ou à échanger des coups, en quelques traits rapides sur un petit carnet que tu dois porter constamment sur toi. » Léonard multiplie les dessins pris sur le vif, comme ce pendu, l'assassin de Julien de Médicis, esquissé le 28 décembre 1479 sur la place publique à Florence. Le condamné est pendu à l'une des fenêtres du palais Capitano. Léonard note : Petite toque mordorée, pourpoint de satin noir, juste au corps doublé de noir, manteau bleu doublé de velours rayé noir et blanc. Bernardo Baroncelli, bas noir. Léonard observe aussi les phénomènes naturels. Lorsqu'il dessine cette vallée de l'Arno, il exécute le premier dessin de la Renaissance où le paysage occupe seul toute la place. De nombreuses sculptures antiques commencent à être exhumées. Les artistes italiens qui s'en inspirent font exploser les anciennes règles. L'Apollon du Belvédère engendre peut-être le David de Michel-Ange. Les lignes du corps s'allongent, se délient, obéissent à de nouveaux canons de beauté. La Renaissance italienne, à la recherche des divines proportions, reprend les canons grecs copiés par les Romains. La tête est comprise 8 fois dans la hauteur du corps. Mais ni Léonard ni Michel-Ange n'en sont prisonniers. Et les peintres, influencés par la sculpture, portent sur le nu un nouveau regard. La ligne, par sa précision, sa pureté, sa souplesse, peut à elle seule rendre compte de la sensibilité, de l'émotion. C'est pourquoi cette ligne est l'objet de recherches incessantes. Pour Botticelli, elle est l'essence même de la peinture. Mais pour Léonard, cette ligne qui limite les corps est, dit-il, d'une épaisseur invisible. Il en atténue donc la présence.
Dans ce visage de femme, dessin préparatoire ou œuvre laissée volontairement inachevée, comme en suspens, Léonard porte à la perfection l'art du modelé. Les volumes et l'espace peuvent être rendus par des hachures courbes. Raphaël, Michel-Ange. Michel-Ange ajoute un estompage qui, figurant les ombrages induits par les reliefs, donne plus de présence au corps. La vision et le don d'observation de Léonard ont fasciné toutes les générations. Il est nécessaire au peintre, pour bien construire les attitudes et les gestes des nus, de savoir l'anatomie des nerfs, des os, des muscles et des tendons. Il sait ainsi, dans les divers mouvements et déploiements de force, quel nerf, quel muscle en est l'auteur, et ce sont les seuls qu'il grossit et rend apparents, au lieu de les montrer tous à la fois, comme font ceux qui, pour paraître grands dessinateurs, font leurs nus ligneux et sans grâce, semblables à des sacs de noix plutôt qu'à des formes humaines, à un paquet de raves plutôt qu'à des nus musclés. La critique vaut pour Pollaiolo et son école. Léonard rend compte de détails rarement observés auparavant. Il est le premier à dessiner des anatomies vues sous plusieurs angles. Il ouvre la voie d'une nouvelle discipline, le dessin scientifique. Un art qui a joué un rôle essentiel dans la diffusion des connaissances. La forme du dessin, sa facture, ne peuvent être dissociés des outils et des supports. Le papyrus, fabriqué à partir des fibres d'un roseau à grosses tiges, fut pendant plus de 3 millénaires le principal support des textes antiques et du dessin. L'instrument était le calame, une plume taillée dans une tige de roseau. Les calligraphes de l'Extrême-Orient, des pays arabes ou ceux des scriptoria monastiques, ont fait de la calligraphie un art véritable. Le trait large, énergique et court en raison de la faible quantité d'encre retenue, a séduit certains peintres comme Rembrandt. Avec le calame, Van Gogh compose des dessins à base de traits courts qui rappellent les touches de sa peinture. Le parchemin, plus pratique et beaucoup moins fragile que le papyrus, finit par le remplacer entre le IIe et le IVe siècle. Il est fabriqué à partir de peaux de chèvre, de mouton, de porc, d'âne ou de veau. On l'appelle dans ce cas vélin. Le papier avait été inventé en Chine dès le début du IIe siècle de notre ère, un secret gardé pendant 600 ans. C'est à la fin du XIVe siècle qu'il s'affine et devient dès lors rapidement le support privilégié du dessin. À nouveaux supports, nouveaux instruments. Dès le Moyen-Âge, la plume d'oiseau, oie, corbeau, cygne, cormoran, a presque entièrement remplacé la plume de roseau. Elle est plus souple, plus fine et plus résistante. Élastique, elle permet un véritable contour continu des formes. Dürer, Rembrandt, Au XIXe siècle, les plumes d'oiseaux seront remplacées à leur tour par des plumes de métal. Celles-ci, plus maniables, apportent aussi sûreté dans le trait, solidité dans la ligne et modulation permanente entre pleins et déliés. Cependant, des générations d'écoliers en feront le rude apprentissage.
La pointe d'argent est un stylet effilé tenu dans un porte-mine. Le parchemin ou le papier sont au préalable recouverts d'une préparation liquide, mélange de poudre d'os, de gomme arabique et de pigments. La trace de la pointe s'inscrit en léger creux dans le support. La pointe d'argent était souvent remplacée par une matière moins onéreuse, la pointe de plomb, un alliage artificiel de plomb et d'étain déjà utilisé dans l'Antiquité romaine. Argent ou plomb, c'est l'étude en laboratoire qui peut le déterminer. Ainsi, cet autoportrait de Hans Holbein a été dessiné à la pointe d'argent. Mais dans la chevelure notamment, les traces légères laissées par cette pointe voisinent avec des lignes plus noires dues à la pointe de plomb. Le charbon de bois, employé depuis la préhistoire, prend la forme du fusain vers le XVe siècle. Il est obtenu à partir de baguettes à moitié carbonisées de différents arbres et arbustes. Saule, tilleul, fusain, romarin. Le fusain donne des traits fins ou larges, plus ou moins foncés. L'estompe, le doigt, le chiffon permettent de l'étaler sur de larges surfaces. Tintorel l'utilise. Véronèse. Et plus tard, bien des artistes des XIXe et XXe siècles. Courbet. Boudin. La pierre noire, dite aussi pierre d'Italie, car elle y est en vogue à partir du XVe siècle, remplace bientôt la pointe de métal. La pierre noire, bâtonnet de schiste argileux semi-dur, s'utilise comme le fusain ou la sanguine sur papier non préparé, d'où sa grande facilité d'emploi. La pierre noire donne un trait allant du gris au noir, avec épaisseur, douceur, grain sensuel, estompe douce. Bronzino. Elles permettent aussi une plus grande rapidité d'exécution et donc une ligne plus nerveuse. Durer. La sanguine est utilisée sous forme de bâtonnet et aujourd'hui de crayon. C'est une argile ferrugineuse, rouge clair, violacé ou brun foncé. Luminosité, rendu des carnations, possibilité de dégrader. La sanguine sera privilégiée dans les portraits et les nus. Corrège. Michel-Ange. Primatis. La sanguine et la pierre noire ont souvent été associées à la pierre blanche, un calcaire naturel. Cette craie est utilisée comme modelée dans le dessin, sous la forme de rehauts de lumière. On dit alors « dessin aux 3 crayons ». Zuccaro. Rubens. Au XVIIIe, en France, le portrait et le nu féminin vont s'épanouir dans la sensualité grâce aux 3 crayons. Boucher. Bateau. Le lavis est une sorte de trait d'union entre le dessin et la peinture. C'est une encre noire ou de couleur, diluée dans l'eau et appliquée au pinceau. Elle complète le dessin, lui donne plus de modelé encore. Chez Poussin, dans ses esquisses, chez Lorrain, dans ses paysages romains, au XVIIIe siècle, Nicolas Jacques Conté invente notre crayon usuel. La mine de Conté, ou crayon graphite, dite aussi mine de plomb, est un mélange d'argile et de graphite naturel,
une forme cristalline de carbone. Argile et graphite broyés et mélangés sont soumis à la cuisson. La mine, plus ou moins taillée, permet des lignes très fines ou plus épaisses et aussi des aplats. David utilise le crayon de Conté pour ses esquisses. La rigueur d'Ingres fait de ses dessins des œuvres d'art achevées. Seurat tire de ce crayon utilisé sur papier légèrement granuleux des effets saisissants. Plus de lignes, seulement des oppositions d'ombres et de lumière. Toutes ces techniques, tous ces instruments, ces supports mis au service du dessin, entraînent un foisonnement d'inventions plastiques. Les études se multiplient qui cherchent à définir la composition du tableau. Nombreux croquis pour l'étude des gestes, des attitudes. Organisation des différents éléments dans l'espace. Étude de la perspective. Mise en place des éléments constitutifs d'une scène. Et enfin, mise en place du dessin définitif sur le support, tracé qui deviendra le dessin sous-jacent de la peinture. Chaque tableau devient le résultat d'un large travail préparatoire qui repose sur le seul dessin, comme le fait Léonard pour la Vierge, Sainte Anne et l'Enfant Jésus. Trois siècles plus tard, Delacroix ne procède pas différemment pour la mort de Sardanapale. Pour Delacroix, le dessin rapide, incisif, est la traduction immédiate du mouvement. En cela, il s'oppose à Ingres, l'autre grand maître du dessin au XIXe siècle. Ingres veut une ligne pure, dépouillée, ondulée, sensuelle. Pour lui, les détails sont des bavardages qu'il faut faire taire. À partir de la fin du XIXe siècle, la gravure, la lithographie vont donner une grande puissance au dessin. Images multipliées par les livres, les journaux, la publicité, les affiches, dessins politiques, bandes dessinées. Et même le cinéma s'empare des outils du dessinateur avec le dessin animé. Face au fourmillement moderne des images, les peintres ont défendu le dessin et la ligne, par épuration et abstraction successives. Matisse, Picasso. Pour Giacometti, le dessin reste l'ultime recours. Ce qu'il faut dire, ce que je crois, c'est que, qu'il s'agisse de sculpture ou de peinture, en fait, il n'y a que le dessin qui compte. Il faut s'accrocher uniquement, exclusivement au dessin. Si on dominait un peu le dessin, tout le reste serait possible.